Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans un massif pas comme les autres. Une montagne plutôt douce, mais qui s'est montrée un sacré caractère. Une montagne où l'on se souvient de la grande histoire de notre pays. On est en tranchée de première ligne, donc la plus dangereuse. Une montagne enfin habitée par des gens chaleureux et authentiques. C'est quoi le prénom? Laurent. Ah, Laurent. Alors, Roland, comment t'as trouvé ça ce matin? Bienvenue dans le massif des Vosges, sur la route des Crêtes qui relie les plus hauts sommets du plus septentrional massif de France. La tempête de neige est passée sur les Vosges. Venue du nord-ouest, elle a laissé derrière elle un étonnant paysage de forêts pétrifiées. Ici, les perturbations balayent les crêtes et déversent leur neige dans les fonds de vallée. Une montagne aux altitudes modestes, mais au caractère résolument nordique. Entre Lorraine et Plaine d'Alsace, les Vosges sont une frontière naturelle pour laquelle les hommes se sont longtemps battus. Et dans la montagne, l'histoire a laissé des cicatrices. Au sud du massif, on trouve les vestiges d'un champ de bataille de la guerre de 14-18. On l'appelle en français le Vieil Armand, mais son nom exact est Hartmann-Wielerkopf, en allemand. Un lieu aujourd'hui tellement paisible qu'il est difficile d'imaginer l'enfer qui s'est déchaîné ici. Je crois qu'il n'y a vraiment rien de plus beau que de se balader dans une forêt pendant qu'il neige. Magnifique. Alors là, t'as vu, la neige tient sur chacune des branches, ça c'est Oui, parce que... Surtout, il n'y a plus de vent. Oui, voilà, le on, vent l'a on pas dirait, retourné. on dirait du sucre, là. Ouais. On va essayer de passer en dessous sans Sans faire tomber. faire tomber tout ça. Casse pas le décor. Plutôt à côté. Gilbert connaît les lieux par cœur. Ses ancêtres se sont battus ici, certains côté français, d'autres côté allemand. Il fait partie d'une association qui organise des randonnées mémoire à la belle saison. Aujourd'hui, en plein hiver, l'ambiance est glaciale, mais poignante. Ici, Gilbert, on est sur le versant est des Vosges, mais bien évidemment, en 14, c'était allemand. On est du côté allemand, là. Effectivement. On est en plein chez les Allemands. Les Français n'étaient jamais aussi bas. Et ils étaient surtout de l'autre côté. Hein. C'était du côté sud-ouest. Et donc ce cimetière-là, qu'on voit, Cimetière, on appelle ça le cimetière des Uhlans. Ici sont enterrés environ 60 soldats. Voilà les noms des soldats. Es starb den Heldentod. Voilà. Es starb den Tod, ça veut dire quoi? Donc, il est mort en héros, fürs Vaterland. Sur la mère patrie, enfin le père patrie. Vaterland, c'est un père chez eux. Ah d'accord. Chez eux, c'est le père, chez nous, c'est la mère patrie. Ah ouais. Hein. C'est étonnant d'imaginer ça 100 ans après, avec un calme total, une forêt tranquille, magnifique. À quoi ça ressemblait il y a 100 ans cet endroit, cette colline? Alors justement, cet endroit même où on s'y trouve, là, l'endroit, il n'y avait pas d'arbres. Tout a été réduit en poussière. À cause de la guerre? À cause surtout des bombardements. C'est l'artillerie qui a bombardé à outrance des milliers d'obus qui ont réduit le sommet en poussière. Pour se protéger du déluge de ferraille et tenir dans la durée, les soldats des deux camps vont réaliser toutes sortes de souterrains, d'abris, de casemates. À coups de marteaux-piqueurs et d'explosifs, ils vont s'enterrer peu à peu dans les entrailles de la montagne, pour mieux se préparer à l'assaut. Au fait, Gilbert, pourquoi on s'est tant battu sur cette montagne? Alors là, à notre droite, là, c'est le rocher Panorama. C'est pour ce lieu qu'on s'est battu. Parce que d'ici, on a une vue. Donc on pouvait tenir la place et puis se rendre compte du mouvement des armées? Voilà, tout à fait. Notamment de la circulation, tout ce qui est train, tout ça, hein, les voies de chemin de fer.
Attention la tête. Et où ce souterrain? Il traverse complètement le rocher, hein, donc une entrée, une sortie. Les gars vivaient sous terre. Attention, là, il y a des cailloux. Oui, je les vois, je les vois. Et au bout du tunnel, l'enjeu de la bataille. Ah bah oui, je comprends pourquoi ils se sont battus pour avoir cette vue. Hein. Magnifique, magnifique, avec une très belle vue sur la plaine d'Alsace. Ici, la direction Suisse, l'Allemagne en face, la forêt noire, direction Colmar-Strasbourg, et puis les Vosges. Et le petit ballon qu'on voit en blanc Le là-bas. petit ballon, ce qui est blanc là, c'est le petit ballon, avec les petits villages blottis au pied de l'Hartmannswillerkopf. Et cette bataille-là, pour le prendre, elle s'est terminée comment? Alors, pour prendre l'Hartmannswillerkopf, c'était terriblement compliqué. Et pour le garder, c'était pire. Le garder, c'était impossible. Le sommet a été pris 8 fois. 8 fois. Il a été lâché 8 fois par les deux belligérants. Et à partir de janvier 1916, ils se sont enterrés définitivement et ça n'a plus bougé. Le Hartmannswillerkopf, c'est le Verdun des montagnes. Une guerre de tranchées qui fera près de 25 000 morts, pour la plupart de décembre 1914 à janvier 1916. Il y en a beaucoup des tranchées comme ça ici, Gilbert? Ben, écoute, en fin de guerre, il y en avait à peu près 90 km de tranchées. Ah oui, sur cette montagne? Sur cette montagne. C'était probablement un peu plus profond à l'époque, certainement parce que les têtes ne devaient pas dépasser, ça c'est clair. Et toute cette forêt de barbelés, de ferraille, là, c'était aussi un dispositif de protection. Ah oui, les pare-grenades, là, vous voyez, là. Ouais. C'était pour éviter qu'une grenade ne tombe dans la tranchée, là, parce qu'on est en tranchée de première ligne, donc la plus dangereuse. J'imagine ce que ça devait être de passer un hiver ici. On n'est pas très haut en altitude, mais on est sur une crête. Il y a du vent, et puis les hivers de cette époque étaient très froids. Était très rude, rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. Du moins 15, moins 20, c'était chose courante, sur plusieurs jours. Ouais. Les gars ne rentraient pas, ne descendaient pas le soir pour se chauffer. Non, non, ils restaient là 2, 3, une semaine. Le gars qui avait les pieds mouillés, c'est sûr, il ne pouvait pas faire se réchauffer en première ligne à cause de la fumée. Il n'avait pas le droit de faire du feu. Et donc les gars ont beaucoup souffert par les pieds mouillés. C'était la première des choses, c'était les pieds qui ont été atteints. Un peu plus loin et un peu plus bas, Gilbert m'emmène maintenant au Mémorial national et à la nécropole. Plus de 1200 tombes, c'est-à-dire une infime partie de tous ceux qui sont morts ici. Est-ce que ça te fait encore quelque chose de te promener dans un endroit comme ça, après toutes ces années? Oui, notamment quand je me promène seul. C'est toujours, pour moi, c'est toujours poignant dans ce cimetière. Hein. C'est bizarre ce qu'on ressent ici. Dorment pour l'éternité les gars qui à l'époque ont souffert énormément. Ouais. Et pourquoi tu t'es intéressé particulièrement à cette histoire ici de cette montagne? Ben je suis venu ici pour un petit peu marcher dans les pas de mes ancêtres. Hein, donc le frère à mon grand-père qui s'est battu ici du côté français et le grand-père à mon épouse qui s'est battu ici également du côté allemand, Ouais. puisqu'il était allemand. Je les ai connus tous les deux et ils m'en parlaient rarement. Comme souvent c'était le cas. Ouais. Et je me suis dit, il faut que j'en sache un peu plus. Là. Donc tu as voulu reconstituer cette Passage, histoire, oui, comprendre ce qu'ils voilà. avaient vécu, dans quel contexte, dans quel cadre? Ah oui, surtout comment Ouais. ils ont souffert d'après leurs écrits et leurs dires. De ce fait, je suis monté là-haut et puis depuis je suis là. J'ai plus quitté. 100 ans plus tard, le calme est revenu sur les sommets des Vosges balayés par les vents et les nuages. Restent alors les paysages et la route, cette fameuse route des crêtes créée par l'armée française pour le ravitaillement des troupes du front des Vosges.
88 km de route, en passant par les hauteurs, au pied des plus hauts sommets comme le Grand Ballon ou le Honeck. L'hiver, elle n'est ouverte qu'en de rares endroits, les tronçons fermés étant réservés aux promeneurs. Sous le col de la Schlourte, je découvre un petit vallon isolé avec son torrent et ses maisons typiques. Par bien des aspects, le massif des Vosges rappelle ce qu'était la montagne française avant l'industrialisation du tourisme de masse. On trouve ici de nombreux paysans qui travaillent et qui vivent en montagne. Et d'ailleurs, sur les crêtes, certaines fermes restent ouvertes pendant l'hiver. On peut s'y restaurer au détour d'une randonnée. Ça s'appelle la ferme auberge et ça fait partie du patrimoine des Vosges. Desservie par la route des Crêtes, à proximité du Grand Ballon, la ferme auberge de la famille Bronner est l'une des rares ouvertes en hiver. Entre restaurant d'altitude, refuge de montagne et ferme d'alpage, c'est ce qu'on appelle dans les Vosges une marquerie, où les habitués viennent chercher le repas marquaire. Ik ga hem tijd in die buurt. Maar zo met de dag die flat. Alsjeblieft, denk het u. Aïe, jambon. Alors, de typiquement vosgien, c'est le repas marquaire. Donc, l'entrée, c'est une tourte à la viande, servie avec des crudités. Et le plat, ce sont des pommes de terre braisées, servies avec de la viande fumée de porc et une salade. Les pommes de terre braisées, nous, on dit roike pragati. C'est le nom que ont ces pommes de terre-là. Marquaire vient du mot melker en allemand, ce qui signifie le treilleur. Le repas du treilleur. Melker, malker, en alsacien, marquaire. Melker allemand, malker alsacien, marquaire français. Voilà. Le repas du treilleur. Repas du treilleur. Le treilleur de vache. Le concept de la ferme auberge est simple, tout ce qui a été servi ici a été produit ici. L'été, c'est dans le même bâtiment, mais en hiver, c'est un peu plus bas que ça se passe, au petit village d'Altenbach. C'est là que Didier fabrique ses fromages tous les matins après la traite. Ça, c'est pour le sieskas, pour le fromage blanc, en dessert. On le sert avec du kirsch et de la crème. Et avec le reste de la production, Didier va fabriquer 2 fromages bien différents. Le barkas, c'est un genre de tome, entre un gruyère et une tome. Et le Münster, c'est un fromage à lait cru, de toute façon, et qui est affiné pendant 3 semaines dans la cave. Enfin, il devient tout rouge et c'est un fromage qui sent assez fort. Comme pour tous les fromages de montagne, le goût du Münster sera différent à chaque saison, selon ce que mangent les Vosgiennes. Donc ça, c'est notre race vosgienne. C'est une petite vache typique des montagnes qui est très rustique. Voilà. La Vosgienne, vous la reconnaissez par sa raie blanche sur le dos. Non. Et le nez noir. Oui, toujours. C'est une vache qui sait s'adapter à l'herbe qu'elle va trouver là-haut. C'est un pâturage assez maigre et avec ça, elle va te donner du lait, un lait très riche. Et c'est avec ce lait qu'on fait un bon Münster. En hiver, les pâturages qu'on appelle ici Haute-Chaume sont sous la neige. Alors, comme partout ailleurs, on a développé le tourisme du ski. Des stations familiales, de taille moyenne comme Gérardmer, la Bressonnec ou encore le Lac Blanc, pour les plus connus. Mais connaissez-vous le Grand Valtin? Cette station est pourtant extraordinaire. Vous allez voir pourquoi. Alors là, j'ai trouvé la plus petite station des Vosges, peut-être même la plus petite station de France. Un seul téléski, une seule piste, et Christian qui s'occupe de tout, du sol au plafond. Et je vais revivre ma jeunesse parce que c'est en général dans ce genre de station qu'on apprend à skier avant de devenir des grands champions. Et voilà. Dans sa cabane minuscule, Christian peut vous louer du matériel. Ça n'est pas du dernier cri, mais n'hésitez pas, ça fait partie du sketch. Donc tu es champion olympique. Tu skis une fois tous les 4 matins, 3 fois tous les 4 dimanches. Un peu tous les 2 jours. Tous les 2 jours de mon métier. Très très bien. Combien il fait le monsieur? Plus de 40 kilos? À peine plus. Bon, très bien. Tu peux doubler par 2 et en rajouter un peu.
Il a des skis, il a des chaussures. Ouais, il a juste un problème de semelle, il va la remettre droite et puis ça va aller mieux. Il y a une nichée de rats dans le... Non, les souris. Allez, Attends. Non, mais c'est la mais semelle. sinon, on peut en trouver les autres. Hein. Non, mais regarde, c'est la semelle qui est J'ai un de la peu... ressource. Alors, Oui. toi, tu t'occupes absolument de tout ici. Ah ben, je suis obligé de m'occuper un peu de tout puisqu'on n'est que deux pour faire tourner la chose. Donc, mon collègue donne les perches là où t'es les skis. Moi, je m'occupe de la caisse d'allocation. Mais avant de démarrer, il faut damer la piste, il faut parfois dégager le parking. Eh oui. Donc, sans compter la maintenance et le secourisme. Allez, manque plus que le forfait. Et voilà, c'est prêt. Ah, ça c'est Bon, collector. tu sais Hein. comment c'est que ça Ah s'installe. oui, j'étais vivant dans les années 70. Ça, Hop. les plus jeunes d'entre nous ne savent pas que des forfaits pouvaient se scotcher comme ça Ouais. sur un blouson. Allez, c'est parti. À nous la montagne. Attention, à 3000 mètres, il y a des crevasses. D'après Christian, le Grand Valtin n'est autre que la première station de ski des Vosges. Enfin, par sa date de création. Car c'est son grand-père qui l'a construite en 1965. On ne sait pas toujours où est la piste, mais en même temps, on ne risque pas de se perdre. Les skieurs qui viennent au Grand Valtin sont des habitués, prêts à payer tout de même 12 € la journée pour une seule piste. C'est pratique pour débuter ces petites stations. Ah oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment l'idéal, d'autant que nous, mes parents ont un chalet un tout petit peu plus haut, donc on vient à pied. On a un petit chariot là-bas. Et du coup, c'est parfait. En fait, on est en toute confiance. On sait que les enfants sont pas loin. Et la piste est idéale pour apprendre à skier. Ils ont appris à skier dans les deux, là, ici. Puis ce qu'il y a de bien dans les Vosges, c'est qu'il y a quand même des stations un peu plus grandes, pas très loin, Voilà, le col pas de la très Schlourte. Par exemple, oui. Donc quand ils savent bien faire, on peut y aller, quoi. Voilà, exactement. On passe au cran au-dessus. Et ça, c'est important qu'il y ait des petites stations comme ça qui coûtent quelques euros par demi-journée. Oui, voilà. Parce C'est qu'un très important. forfait, quand on apprend à skier, ça peut être cher. Hein. Oui, tout à fait. Surtout quand on fait que 2 ou 3 descentes dans la matinée, parce que on apprend aux enfants, donc forcément on fait pas de l'intensif, quoi. On fait du qualitatif, faut apprendre à tourner, à s'arrêter. Alors, c'est quoi le prénom là Laurent. Ah, Laurent. Alors, Roland, comment t'as trouvé ça ce matin? Eh bien écoute, t'as vu la trace là, à côté du téléski, j'ai fait un peu de poudreuse, Ah oui. du hors-piste. Bon là, on risque pas de se prendre une avalanche, c'est déjà ça. Non, on en a déjà eu 4, il y a eu 17 morts, ça n'est à cause des avalanches ici. Donc, Alors mine de rien, oui. non mais sans rire, Oui. c'est vachement sympa pour les gamins. Ah ben c'est exactement ce qu'il faut, c'est la piste pour débutants. Et il n'y a pas de problème d'enneigement quand même, depuis quelques années, les hivers c'est plus ce que c'était. Ah, nous ici en général on a toujours à environ 1,50 m de poudreuse. Sauf Sauf quand il hier. pleut. Sauf quand il pleut où malheureusement on peut avoir jusqu'à 5 ou 10 cm. Non mais c'est devenu aléatoire par rapport à l'époque de ton grand-père. Justement, on récupère tout ce qui traîne sous les pieds, vous voyez, des gens. Le soir, on leur brosse les godasses pour les remettre sur notre piste. Avis aux amateurs, la station du Grand Valtin est à vendre. Le facétieux Christian la propose d'ailleurs sur un site d'annonce bien connu. Tu as posté une annonce sur un site Ah bah, au début, où on vend j'ai- des chaussures et des n'importe quoi. Oui, des gamelles, des vélos, Et une station de ski. une station de ski avant. Et il y a des gars que ça intéresse un peu. Oui. Après, bon, comme ça coûte quand même un petit peu, ça coûte des sous. Les banquiers aujourd'hui, on a du mal de refaire lâcher quoi que ce soit, donc c'est un peu difficile. Ouais. Mais on a quand même quelques bons contacts, donc ça devrait le faire. Si le versant ouest du massif des Vosges est assez doux, parsemé de forêts et de lacs, une fois passées les crêtes, vers l'est, le relief devient plus abrupt, une pente directe vers la plaine d'Alsace. C'est de ce côté que je vais maintenant basculer, direction la vallée de Kaisersberg, petite ville typiquement alsacienne. Au pied des montagnes, changement d'ambiance, de culture
et de décors au milieu des vignobles. Ici, les montagnards s'appellent les Welsh, une minuscule entité culturelle et linguistique formée de 5 petits villages de fond de vallée adossés à la montagne. En pleine tempête, je trouve refuge dans une ferme auberge où s'est abrité lui aussi un fidèle représentant du peuple welsh, en pleine discussion avec Claudine, la patronne. Mais je n'en suis encore plus folle ici. Oui, tu Après, passes. il y aurait des chablis dans les montagnes. Oui. Ah, voilà, une étrange qui veut. Donc ça qui veut l'autre là. Bonjour. Bonjour, monsieur. Il y a du vent, hein. Ah, il y a du vent, oui. Ouais. Et il pleut. Faut pas changer, ça fait 2 jours que ça dure. Faut C'est presque vrai. être fou pour se promener par un temps pareil. Vous avez fait comment pour Bah en fait, Pour sur les atterrir crêtes, ici. il y a de la neige, moi j'aime bien ça. Mais puis un quand petit on peu, descend oui. de ce côté, sur l'Alsace, ça passe à la pluie parce qu'il fait plus doux. Ben oui, Je suis content de me poser 2 minutes. Hein. voilà. Je peux avoir un café? Oui, bien sûr, monsieur. Parce qu'on est en Alsace ici, à partir du moment où on passe les crêtes. Ah oui, vous êtes en Alsace. Et vous êtes dans un coin particulier de l'Alsace. Ah bon? Ouais. C'est pas l'Alsace, l'Alsace quoi. Non, c'est un coin particulier. C'est ce qu'on appelle le pays belge. Welsh? Welsh. Alors c'est un terme qui est pas très avantageux pour nous parce que si on prend la définition du dictionnaire, c'est écrit français ignorant, chargé de préjugés. Ça c'est le premier terme. Ensuite c'est écrit homme ignorant, lourd et naïf. Et vous savez pourquoi qu'ils ont marqué ça? Parce qu'ils sont jaloux. Ouais. Ils comprennent pas, voilà. Et avant, les Alsaciens de la plaine, quand on allait, nous, en bas, à l'école, dans la plaine, ils nous traitaient de Welsh. Et maintenant, ils sont contents d'aller se promener dans le pays belge. Ah oui, parce que c'est celui de la montagne, hein, le Voilà. pays belge. C'est Voilà. la partie de l'Alsace qui est adossée aux Vosges. Voilà. Alors que l'Alsace est de culture plutôt germanique, le pays welsh est enraciné dans des coutumes romanes. Si l'habitat est assez particulier, avec ses grandes fermes rectangulaires qui s'adaptent au terrain, c'est surtout la langue qui unit les Welsh, une langue aux sonorités étonnantes. Et vous deux, vous parlez en welsh Ah, parfois? Welsh, Voilà. on parle Et ça donne quoi? Vas-y, fais voir alors. Eh Ben, par exemple, là, quand t'es venu, on a quand, dit, quand t'es venu, on a dit, ah, tiens, Voilà. il y a une étrange des fûts de l'œil. aïe, Voilà. une étrange qui veut. Un étrange? Ouais. Ça Un veut étranger? dire un Un étranger étranger d'ailleurs qui arrive. Qui vient. Un étranger d'ailleurs, oui, parce qu'il faut Ouais. préciser, il y a Ah bah l'étranger ouais, parce d'ici que- et bah celui ouais, d'ailleurs. Quoi. bah ouais. Et pour les amateurs de langues exotiques, il existe même un lexique élaboré par Marc et ses amis de l'Académie patoise. Patois français. Alors, tiens par exemple la tonaille, Oui. c'est Tiné? Tineille. Kineille. Alors, Tineille, tu vois, elle dit Tineille. Bah oui. Mais il y a 2 termes. Il y a 2 termes suivant les villages du canton. Il y en a un, il dira Tineille, et l'autre, il dira Entricas. Entricas, ça vient du terme une tricoise en français. C'est un outil qui fait en même temps tenaille et en même temps marteau. Ah oui, Ouais. je sais Le pas que ça marteau d'un existait. côté. Ouais. Et Voilà. tricaille, tricoise, Entricas. un tricase, Tricase. à un café nord. Et Nord Café. Nord Café. Non, Nord Nord café, Café, ah on- bah oui, bah, c'est pas facile à Et apprendre le à lait, Vosges, c'est là. du lait seuil. Bon, et ben moi je vais retourner dehors, là ça s'est un peu calmé, un peu seulement. Hein. Oui, pas beaucoup. Ah, quand ça fait pas semblant, hein, quand ça y va, ça y va. Comment on appelle ça? La burle, comme dans le Massif central, là, le vent de nord qui balaye tout, Non, ou nous, c'est un le autre vent nom? du Nord, le vent, c'est la bise. La bise. La bise, oui, bah, comme Ouais. partout. Ouais. La bise.
Vous savez, quand je vous dis que le temps change vite en montagne, c'est valable sur tous les massifs. Tout à l'heure, grosse pluie, grande douceur, et puis la température a chuté d'un coup. Blizzard, chute de neige, le paysage est radicalement différent, de la neige partout, et maintenant que ça se dégage, on voit même le massif de la Forêt-Noire en Allemagne, au-delà de la plaine d'Alsace. Cette émission est maintenant terminée. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. D'ici là, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et ma femme tient à l'auberge. Ouais. D'ailleurs, Ça reste dans la je vous invite famille. à aller boire un coup Parce qu'il fait froid. si jamais vous l'interviewez pas, elle me fait une scène de ménage ce soir. C'est la seule station au monde où on fait des forfaits au poids, alors tu pèses combien? Comment vous dites Hoi geprakelti. Hoi geprakelti. 3-2. Ça veut dire quoi, wesh? Pardon, c'est wesh, attends, je vais te refaire. Welsh. Wesh, wesh. Welsh. Et ça s'écrit avec un W. Hein. Très bien.